Bienvenue sur Rider Radio, le podcast pour parler de voyage à moto. Je suis Rechad et je vous emmène à la découverte de celles et ceux qui traversent le monde. Traverser un lac gelé en sidecar, tout ça par des températures approchant les moins 30 degrés, c'est ce que Laurent a vécu dans son aventure en Mongolie. Des paysages lunaires, des températures extrêmes, qui font de cette expédition ces choses uniques qu'il faudrait vivre au moins une fois dans sa vie. Comme les carnets de voyage et ses dessins, Laurent a réussi à me transporter sur la glace. Avant d'en savoir plus, voici cette définition de l'aventure. J'ai un père qui est un peu un aventurier sans le vouloir, c'est qu'il est archéologue et ça fait plus de 55 ans qu'il voyage au Soudan et qu'il fait des fouilles et j'ai toujours eu un regard sur sa manière de faire comme si c'était un aventurier. Lui, je suis pas sûr qu'il se considère comme tel parce qu'il a toujours été faire son travail, mais pour moi, il y a une notion assez romantique du voyage au 19e siècle, au 18e siècle. Il n'est pas si vieux que ça, mon père, hein, mais il y a cette notion de voyage que j'ai toujours beaucoup aimé. Et puis, je me sens, quand je pars et quand j'ai la chance de faire des voyages, en fait, j'ai eu la chance d'en faire beaucoup, mais d'aller loin et d'être en quelque sorte l'intervenant du voyage et être un tout petit peu aventurier, mais à ma manière. C'est peu de choses. Mais j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Et dans l'inspiration que tu as eue avec ton père, toi, tu te sens aventurier? Par rapport aux autres, je sais pas. Par rapport à moi-même, quand je me retrouve sur les routes d'Inde, sur un deux roues, à Royal Enfield, c'est clair que je suis un grand aventurier pour moi-même. Ouais, c'est clair. Et j'aime beaucoup cette notion. J'ai toujours l'impression d'être dans un endroit surréaliste, être dans une position incroyable. Et c'est une fierté pour moi de pouvoir découvrir les choses et la chance de pouvoir le faire et la chance de pouvoir entendre ce qui se passe autour de moi. Et j'aime beaucoup cette notion-là. Tu parles de chance, et je sais que tu as eu la chance, du coup, de faire un voyage assez particulier. Tu as pu rouler sur un lac gelé en Mongolie. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? Euh, je sais pas si c'est ta plus belle aventure. En tout cas, moi, c'est une aventure qui me donne envie, qui me marque en tout cas quand je vois les images, qui me fait rêver, qui me fait peur aussi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en détail? Ouais, c'est une belle aventure. Elle vient de loin en fait. Elle vient de plusieurs éléments, mais un qui a été déclencheur, c'est le livre de Sylvain Tesson, La Bérésina, qui m'a fait ouvrir les yeux sur le monde du sidecar. Je suis parti après avoir lu ce bouquin chez un concessionnaire Oural pour essayer de voir si c'était possible de rouler sur un Oural. J'ai acheté ce sidecar sans avoir jamais fait un seul mètre en sidecar de ma vie. Je me suis retrouvé avec cet engin surréaliste et je me suis mis à rouler sur ce sidecar. J'ai pas très bien dormi les premières nuits parce que c'est un engin très bizarre. Mais je m'y suis fait et puis derrière ça, Sylvain Tesson est parti avec l'équipe de Vintage sur le lac du Kufgul en Mongolie. Et puis j'ai ouvert des grands yeux en disant waouh, ça c'est vraiment un truc d'enfer. J'ai essayé de m'organiser pour faire ce voyage-là et puis c'était compliqué. Il y a eu un petit peu des allers-retours pendant 2 ou 3 ans. Et puis j'ai reçu un téléphone qui a tout déclenché. Il y avait un membre de l'équipe qui ne pouvait pas y aller. Je me suis inscrit immédiatement. Et puis il a été décidé que je partais en Mongolie et que j'allais rouler sur ce lac. Et j'étais fort excité de tout ça. J'ai commencé à imaginer être sur un lac à moins 25 ou moins 35. Et puis j'ai fait un sac digne pour aller sur la Lune. J'ai essayé de réunir un maximum de matériel le plus spécialisé possible, tout en n'y connaissant strictement rien. Je fais un peu de ski, mais c'est pas ça qui m'a donné le truc. Et puis j'ai dit bon, ok, on y va, quoi. Et, j'avais qu'à aller. C'était un peu compliqué d'avoir le visa pour aller en Mongolie. Les choses étaient un tout petit peu compliquées au départ.
Je me suis retrouvé dans l'avion d'Aeroflot et je me suis dit yes. Derrière ça, je connaissais François qui m'attendait à Oulan-Bator. J'avais entendu parler de 3 personnes de l'équipe. Les choses étaient bien organisées, donc rien ne pouvait m'arriver. Si ce n'est que quand je suis arrivé à Moscou, la correspondance était courte, mon avion avait du retard, tout ça sur Aeroflot. Et quand je suis arrivé devant le desk pour prendre le deuxième avion qui faisait Moscou-Oulan-Bator, l'avion était parti. Donc je me suis retrouvé dans l'aéroport de Moscou, sans visa pour pouvoir sortir à Moscou, complètement bloqué, et j'ai été voir les responsables d'Aeroflot qui, à la russe, m'ont dit OK, tu peux repartir dans 3 jours. J'ai contacté François qui m'a dit écoute, nous c'est vendredi soir, tu dois partir samedi matin. Nous on part samedi matin, on peut pas t'attendre. On va arriver au lac dimanche et puis on roulera sur le lac lundi matin. Donc il faut que tu essayes de venir le plus vite possible, ou bien tu abandonnes l'idée, tu retournes à Genève. Ouais, je lui ai coupé la parole en lui disant écoute mon grand, le but n'est pas là. J'avais quand même dans l'idée j'avais un point précis et j'avais une énergie assez folle pour pouvoir aller dans ce lieu-là. Donc pendant la nuit, j'ai trouvé sur internet le moyen de commander des billets avec Air China. J'ai trouvé une ligne qui passait par Pékin, Beijing. J'ai pris l'avion jusqu'à Beijing, j'ai attendu là et j'ai repris un avion pour aller sur Oulan-Bator. C'était assez compliqué à Moscou parce que en ayant trouvé ces billets, je me suis dit bon maintenant je vais les chercher où. J'essayais de trouver dans ce lieu bizarre des responsables qui pouvaient m'aider, mais il n'y avait aucune connexion. Je ne pouvais pas accéder à Aeroflot parce que j'étais dans une zone de transit. Et il y a un type qui avait une gueule patibulaire, visiblement du KGB, qui est passé à côté de moi, puis qui m'a regardé et qui m'a tendu mon billet. C'était totalement surréaliste comme vision. Bref, je suis arrivé à Oulan-Bator. Oulan-Bator, c'est le nom d'une ville qui m'a toujours fait rêver. J'ai toujours eu envie d'aller à Oulan-Bator. Il y a des villes, c'est vrai, comme ça, qui marquent la mémoire, comme Katmandou, Delhi, Oulan-Bator ouais, c'est exactement ça. Ça marque aussi les esprits. Pourquoi Oulan-Bator? Pourquoi la Mongolie? Pourquoi un lac gelé? Là, je reviens un petit peu sur l'idée. Alors, c'est vrai que tu as lu un livre de Sylvain Tesson qui t'a donné envie, mais c'est quand même, enfin, t'as parlé d'énergie, il faut en avoir sacrément de l'énergie pour aller sur un lac gelé. T'as parlé des températures entre moins 30, moins 35 degrés. Où t'as trouvé cette énergie, cette envie d'aller à Oulan-Bator en Mongolie et puis sur un lac gelé? Dans les années 80, j'avais vu un film qui s'appelait Ourga, qui était une grande ouverture sur ces étendues incroyables, et avec un film qui avait beaucoup d'humour et beaucoup de poésie. C'était un très 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 beau film. Donc la Mongolie était quelque chose qui résonnait dans mon esprit, dans l'envie de voyager. Et puis après, c'est vraiment le côté aventurier dont on parlait tout à l'heure, c'est de dire comment est-ce que où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais pour pouvoir me déplacer, découvrir, et ces grandes étendues paraissaient assez incroyables. Et puis, je reviens au sidecar, c'est un drôle d'engin, la moto a l'avantage d'ouvrir sur le monde, d'être toujours à l'extérieur, de rencontrer les gens, de rencontrer les paysages. Le sidecar, il y a encore un capital sympathique qui vient, les gens viennent voir ce drôle d'engin. Donc il y a déjà quelque chose de très très particulier qui se passe. Ici, quand je descends en ville ou que je me promène dans les alentours de mon village, il y a sans arrêt des gens qui me regardent, qui, quand ils peuvent discuter avec moi, viennent. Donc il y a vraiment un capital qui est vraiment très très ouvert. Et puis dans l'aspect du lac, c'est un peu l'opportunité
de cette aventure qui paraissait incroyable, de dire ok, on va aller sur ce lac et on va rouler là-dessus. Mais l'idée c'était de rouler déjà. Donc je suis parti avec cette idée-là. Et quand je suis arrivé à Ulaanbaatar, mon sac n'était pas arrivé, donc j'avais pas de matériel, j'avais pas de casque, j'avais pas de gants, et je me suis dit là ça commence à sentir le roussi. François s'est débrouillé, on a trouvé un véhicule, il y avait 1000 kilomètres à faire, c'était dimanche à 3 heures de l'après-midi, et il fallait que je sois à 7h30 au plus tard, au petit village de Katgal qui se trouve à côté du lac. Et on a fait 1000 kilomètres avec ce chauffeur qui chantait en mongol et qui parlait pas un mot d'anglais ou de français. Il chantait, il dormait, surtout, c'était le plus embêtant. J'ai fini par prendre le volant et puis conduire la moitié de la nuit. J'ai conduit dans cette nuit noire absolument incroyable sur des routes que je connaissais pas, mais qui étaient toutes droites. Et je sentais qu'il y avait un paysage fou, mais il y avait rien. Il y avait pas de village. On a croisé quelques habitations, mais il y avait vraiment très très peu de choses. Et il faisait moins 25. Il y avait une brume incroyable et on est arrivé à l'orée du lac, on a vu le début du lac, on est rentré dans ce village, il y avait un type qui m'attendait et je suis arrivé à 7h30 face à l'équipe qui m'attendait et une demi-heure plus tard, on roulait sur le lac. Magnifique. L'aventure avant l'aventure. Oui, exactement. Tout ce qui est arrivé là, c'était des petites aventures qui peuvent arriver pendant un voyage. Je pense que c'est important de pas reculer, il faut toujours avancer. Quand on part, il faut se donner les moyens de partir. Même quand ça va pas, je pense que c'est aussi un moyen de faire un beau voyage. C'est de trouver les moyens pour pouvoir avancer. Et quand on parle donc de ride, de rouler sur la glace, c'est comment? Voilà, j'ai envie de savoir comment tu as vécu cette sensation. Cette sensation, c'est quelque chose qui est unique, donc j'ai envie que tu m'en parles là. C'est dingue. C'est dingue. Tu commences à rouler, alors tu as toute une série de choses au niveau matériel, hein, parce qu'il fait froid. Tu commences à rouler. J'avais mon collègue à côté qui m'a dit, bah, c'est toi qui prends le guidon tout de suite. Tu roules. Tu commences à comprendre comment tu vas te mouvoir sur cette glace. Tu mets les gaz très doucement. Les pneus sont un peu cloutés, mais si tu mets trop de gaz, ça dérape tout de suite. Et puis tu apprends à dominer cette espèce d'engin triangulaire qui bouge vraiment énormément. Et tu as 2-3 phases d'adaptation. On s'est arrêté à côté des bateaux qui étaient figés dans la glace. C'était assez impressionnant. Et puis, à bout d'un moment, on dit, OK, on y va, quoi. On a commencé à rouler. Et puis, tu mets gentiment les gaz. Tu montes gentiment à 30-40 km/h. Et puis, on était 4 sides. Il y avait 2 véhicules d'accompagnement qui sont des WAZ, qui sont des espèces de combis russes, des très très beaux véhicules que j'ai pu aussi conduire sur le lac, ça m'a fait très plaisir ça. Et puis on commence à rouler. Et puis là, il y a vraiment un moment où il y a une excitation absolument extraordinaire parce que j'avais pas pensé que rouler sur un lac était aussi incroyable. C'était vraiment juste incroyable. Tu montes à 80 km/h, ça bouge dans tous les sens, il faut faire assez attention comment tu te manipules. Il y a beaucoup de place, mais il y a quand même tes collègues qui sont relativement proches de toi. Et puis, il faut que je te parle de la glace, parce que la glace, elle est très impressionnante aussi. Elle fait entre 60 cm et 1 mètre d'épaisseur, mais elle est totalement transparente. Il y a des espèces de grandes stries blanches qui forment une espèce de quadrillage qui est très très beau, un peu aléatoire, mais tu vois l'eau dessous. Si tu t'approches du bord, tu vois les cailloux, tu vois les poissons passer sous l'eau. Il y a une transparence qui est complètement incroyable. Donc, les premiers pas que tu fais, les premiers tours de roue que tu fais, c'est très impressionnant parce que tu te dis, mais je suis sur quelque chose de relativement instable. Et moi, on m'a parlé aussi, notamment François, qu'elle fait du bruit cette glace aussi.
elle fait pas que, enfin, elle est transparente bien sûr, mais on l'entend craquer, on a l'impression, alors tu disais qu'elle fait entre 60 centimètres et 1 mètre, mais est-ce qu'on n'a pas ce sentiment qu'elle va craquer et que tu vas être emporté par la glace? Et oui, c'est ça qui fait partie du jeu. T'as une petite appréhension, mais le jeu vient beaucoup plus fort derrière. Et puis, t'es dans un environnement complètement incroyable. Le lac, il fait plus de 100 km de longueur, il fait 40 km de largeur. Et puis, euh, il est assez différent. C'est-à-dire que tu vas rencontrer toutes sortes de surfaces. Il y a des grandes part avec des kilomètres de glace très transparente, très foncée, t'as une espèce de bleu foncé très très beau. Et puis il y a des endroits où la glace elle a cassé, donc il y a des endroits où il faut trouver le chemin pour pouvoir passer. Il y a des éléments qui forment des espèces de barrières. Il y a quelques véhicules qui passent. On a vu des voitures, des petits camions. Mais c'est très contrôlé parce que l'épaisseur de la glace, la qualité de la glace, elle n'est pas tout à fait évidente. Et puis, on a croisé un cheval aussi avec un traîneau très impressionnant. C'était vraiment très, très impressionnant ça. Et donc, t'as le galop du cheval, tu sens que tout ça bouge. Mais il y a un moment où je sais pas comment dire, quand tu fais de la planche à voile ou bien si tu fais de l'aile delta, il y a un moment tu es dans l'élément puis tu dois faire avec. Et à ce moment-là, c'est juste complètement incroyable. Alors, j'imagine que les motos à moins 30, moins 35 degrés, peut-être on leur lot aussi de problèmes. Est-ce que vous avez vécu des difficultés techniques par rapport à ça? Il y avait un staff super qui était avec nous. Il y avait Jean qui fabrique des sidecars de Paris, qui était là pour l'aspect technique. Et puis lui a fait plusieurs fois cette aventure-là. Donc c'était une très très belle rencontre et une très belle ouverture. J'ai vraiment rencontré des gens formidables dans ce voyage-là. Et les motos étaient très préparées, c'est-à-dire la nuit, il y avait des grosses couvertures qui étaient posées sur les motos. Ensuite, le matin, il y avait pendant une demi-heure ou trois quarts d'heure, il fallait mettre en place et mettre en marche les motos. Donc, il y avait des becs à gaz pour chauffer le carter. Et puis ensuite, il y avait beaucoup de techniques et de kicks pour pouvoir faire démarrer ces motos qui, dans l'ensemble, fonctionnaient bien. Donc, c'est des Royal Enfield qui étaient montés avec un très joli panier. C'était vraiment, c'était des machismos. Donc, il n'y a pas de démarreur automatique dessus. C'est vraiment, c'était d'ailleurs une super bécane pour faire ça, relativement légère, mais avec un couple et vraiment, bon, les Royal Enfield, c'est déjà une bécane d'enfer. Mais là, c'était des très très bons, des très très bons sidecars. Et là, on vient de parler de la moto. On a parlé tout à l'heure du froid, que tu t'étais équipé, que tu avais essayé de trouver des équipements de ski, d'hiver, bien sûr. Ah, moi, Comment je l'avais dans le cul, hein, parce que quand je suis arrivé, j'avais rien. Ah oui, bah oui, J'avais t'avais pas un ton petit sac. sac, j'avais un petit sac avec un truc, je te raconterai après peut-être, j'ai dessiné pendant ce voyage-là. Et avant de partir, j'avais tout mis dans mon gros sac très très élaboré. Et quand je suis parti, je suis passé à mon bureau et j'ai pris trois stylos, un gris, un orange et un noir. Et en fait, c'est grâce à ça que j'ai pu faire du dessin pendant tout le voyage. J'avais des moufles. Mais quand je suis arrivé, c'est mes potes François, Laurent, Renaud qui m'ont prêté du matériel et qui m'ont équipé avec des chaussures chinoises, avec un vieux pantalon de ski et un truc. Est-ce que ça suffit du coup? Parce que par rapport à ces températures-là, Bon, je me suis caillé tout du long, hein. Je me suis caillé tout du long. J'ai eu froid tout du long. Mais honnêtement, j'en avais rien à faire parce que je trouvais que l'endroit était incroyable. Donc, euh, on a fait des tournus hein, avec les sides. De temps en temps, c'était moi qui pilotais, puis de temps en temps, c'était Laurent et j'étais dans le panier. On s'est d'ailleurs bien marré. On a changé le conducteur et le panier en roulant. On a fait des choses très très marrantes. On a fait des drifts absolument d'enfer. Laurent était très doué pour ça, à faire tourner le side 8 fois à la suite. Et puis,
quand tu es dans le panier, bah, tu es dans un endroit tellement dingue que tu fais quand même quelques photos. Donc tu sors, tu enlèves tes gants, tu fais tes photos, tu remets tes gants, puis tu as une onglet. Donc en fait, tu passes ta journée à avoir des onglets. Et puis le soir, tu arrives dans une yourte qui est chauffée à mort, donc il va faire 30 degrés quand tu vas te coucher. Et puis à 2 heures du matin, bah, ça gèle. Et puis tu les as un peu à zéro. Mais bon, franchement, ça faisait partie un peu du lot. Et puis ça allait, quoi. Ça allait. Tu as parlé de dessins, j'ai eu la chance d'avoir, parce que d'ailleurs tu me les as envoyés, donc les dessins que tu as fait pendant cette aventure, j'espère pouvoir les partager d'ailleurs dans la description du podcast. Quelle est ta relation entre le dessin, l'aventure, la moto? Est-ce qu'il y a une relation particulière? Est-ce que tu as besoin de dessiner pendant tes voyages? Est-ce que c'est pour toi une, une donnée importante pour les faire revivre aux autres, à les faire partager, ou pour toi? Enfin, c'est quoi cette relation que tu as avec le dessin et le voyage et la moto du coup? J'ai toujours dessiné, un peu moins quand j'étais jeune, mais j'ai toujours quand même dessiné. Et puis le voyage, c'était un moment où j'avais le temps de le faire. Donc j'ai plutôt dessiné pendant les voyages. Et puis ces dernières années, je me suis mis à dessiner beaucoup plus, y compris dans mon travail. Je suis graphiste, mais je suis devenu plus illustrateur que graphiste aujourd'hui. Et puis c'est devenu vraiment un espèce de moteur. Donc quand je voyage et quand je suis comme tu disais, un aventurier, j'ai envie de capter un petit peu le moment et j'aime bien prendre le temps de dessiner. Même s'il n'y a pas le temps, dans un voyage comme celui-là, tu es toujours en train de préparer quelque chose, monter, rouler, mais tu prends le temps dans un moment improbable. Et là, c'était improbable parce qu'il faisait très froid. Au moment où on s'arrêtait pour boire un thé ou un café, eh ben, tu essaies de te réchauffer. Puis moi, j'arrive toujours avec mon bloc, avec mes crayons et mon stylo, dessiner juste le moment. Donc, j'ai un style un peu particulier là pendant ce voyage parce qu'il fait froid, mais je me suis débrouillé chaque fois pour pouvoir dessiner et prendre le temps de le faire. C'est un moment pour moi et pour les autres parce que ça amuse souvent les gens. Et puis, ça te donne un petit côté, c'est un petit peu ton yoga si tu veux. Je fais mon yoga et puis ça me permet de voir les choses différemment, de prendre le temps tout à coup de regarder. C'est différent quand tu fais une photo, c'est un peu vite fait, etc. Puis ensuite on passe à autre chose. Tandis que là, tu es obligé de prendre une respiration à un moment pour pouvoir capter, dessiner. Et puis dans ce voyage, les gens étaient curieux, les Mongols qui me voyaient dessiner, ça les faisait marrer. Et c'est une très jolie manière de communiquer avec les gens. Et puis ça a été en plus formidable parce que j'ai rencontré Sophie qui est rédactrice de voyage, qui a eu de l'intérêt dans ce que je faisais, et puis qui m'a proposé d'écrire des textes pour mes dessins, et ensuite on a fait un carnet, on a édité une petite série de carnets de voyage. C'était une très très belle aventure qui s'est faite pendant le voyage et même après. J'ai eu la chance, ouais, de le feuilleter, et c'est vrai que c'est un très beau carnet de voyage, et qui donne en fait une autre vision, c'est vrai, de la photo, qui est, comme tu l'as dit au début de cet épisode, quelque chose d'un petit peu plus poétique. C'est vrai qu'une photo, elle est rapide, on est content de la faire parce qu'on va pouvoir la revoir, la faire partager aussi à ceux qu'on aime. Mais c'est vrai que le dessin, j'ai eu la chance aussi de rencontrer quelqu'un qui dessinait beaucoup lors d'un voyage au Népal. Et c'est particulier, ça fait des très beaux carnets, des très beaux souvenirs. Et puis celui que tu as fait avec Sophie, en plus du texte, c'était très agréable à le voir et à le lire en tout cas. Moi, tout à l'heure, tu disais que le sidecar, c'est quelque chose de particulier, qu'il a un capital sympathie important. Est-ce que dans cette aventure, tu as pu faire des rencontres grâce à ce sidecar? Alors, en Mongolie, il y a très peu de monde. J'imagine que sur un lac gelé, il y en a encore beaucoup moins. Donc, ce qui fait qu'il n'y en a pas beaucoup, à mon avis, de Mongols sur le lac. Est-ce que vous avez des rencontres, une anecdote particulière par rapport à ces fameuses rencontres? Tu rencontres toujours des gens. Tu rencontres toujours des gens. Alors, tu as raison, il y a deux habitants au kilomètre carré donc, dans cette région-là. Donc, évidemment, il y a peu de monde. Mais c'est quand même un lieu de passage.
Donc tout à coup, tu as un oise qui arrive en face, tu as 4 jeunes qui ont été faire du surf juste à la frontière russe, un truc improbable, et puis ils sont super contents que tu sois là, ils rigolent comme des fous, on essaie de discuter pendant 5 minutes, chacun repart de son côté, c'est des choses assez incroyables. Et puis il y a aussi les Mongols qui passent et qui s'arrêtent parce que tu t'arrêtes, tu regardes que tout le monde aille bien, que personne n'ait de problème, et puis après ils rigolent euh, parce que c'est d'un drôle d'engin. Et puis ils ont pas mal de petites motos quand même, c'est un côté pratique qui leur permet à bon marché de circuler. Et puis ils aiment masser, donc ils regardent comment ça fonctionne. On en a vu un bricolé où il transporte du matériel avec, c'est vraiment une espèce de scooter qui est branle-balle avec un drôle de construction pour faire du transport. Donc il y a une omniprésence toujours. Et puis nous, on est des espèces de cavaliers modernes, c'est-à-dire qu'on n'a plus le cheval, mais on a cet engin qui nous permet de se déplacer et ça fait partie d'un certain exotisme, mais aussi d'un côté assez pratique que les gens voient. J'ai envie de vivre la même aventure. C'est quoi ton conseil ultime? Moi, j'ai une peur bleue du froid. Je vis en Auvergne, j'adore ma région, mais par contre l'hiver, surtout en ce moment, il fait très froid et j'ose même pas imaginer faire de la moto avec ces températures. Toi, si tu as un conseil ultime à me donner pour vivre cette aventure, ça serait quoi? Vas-y, c'est aussi Ouais, t'as simple très que bon ça. conseil. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de conseils, je crois. Il faut avoir envie de faire ce truc-là. Si tu veux traverser le Sahara, les problèmes seront liés à la chaleur. Ici, ils sont liés au froid. Donc, il faut être équipé. Il faut pas jouer au con. Il faut être sérieux dans la manière d'organiser les choses. Mais si tu fais les choses de manière simple, ça fonctionne. On faisait pas des journées de 8 heures, on roulait pendant 8 heures, tu peux pas. Tu es obligé de t'arrêter très très régulièrement pour bien vérifier que tu n'es pas en train de perdre tes doigts ou tes pieds, de faire un petit peu de football avec un morceau de glace, de manger un truc pour bien tenir le coup, d'être attentif à tes collègues qui sont autour de toi pour que tout le monde aille bien. Je crois que c'est ça qu'il faut. Moi, j'étais assez étonné parce que je suis parti, j'avais un matériel pointu, sac de couchage -30, la grosse veste. J'avais vraiment fait attention à ça parce que c'était une de mes inquiétudes au départ. Et puis, je me suis retrouvé avec un matériel pas terrible du tout, du tout, du tout. Mais je crois avec une envie vraiment de goûter à l'endroit où j'étais et de rien perdre. Et cette envie-là, elle m'a vraiment poussé. Tu sais, le départ, entre mon départ de Genève et l'arrivée au bord du lac, il s'est passé 3 jours où j'ai pratiquement pas dormi. Et je sais absolument pas comment j'ai fait mon coup, mais j'ai tenu le coup, mais d'une manière absolument incroyable. Au retour, j'ai été très fatigué, mais sur le moment, j'étais capable de traverser tout ça sans aucun problème. Après avoir vécu une expédition comme celle-ci, c'est quoi tes futurs projets? C'est où que tu aimerais aller après avoir fait ça? Ah, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui se lient, qui font des choses. Euh, la, le Kefjgöl, c'est le petit frère du lac Baïkal. Le lac Baïkal, c'est quand même un truc qui a l'air assez incroyable. Donc le nord, le sud de la Russie a l'air assez fou. J'irais assez bien là-bas. J'irais assez bien en sidecar pour faire. Mais en même temps, on est avec des potes, dont quelques-uns qui ont fait le, le- le- le voyage en Mongolie avec moi. On va aller au Jura, ça va te faire peur, et on va camper avec des sidecars jusqu'à dans 15 jours, là, si tout va bien avec le Covid, mais je pense qu'on va y arriver. Et puis on va aller camper dans la neige au Jura. Donc c'est aussi une belle aventure, c'est tout proche, mais c'est aussi une super aventure qui peut être faite. Est-ce que dans tes voyages, c'est ce que tu recherches à chaque fois, le froid? Ah non, Parce que non, tu parlais non, tout à non. l'heure de Sahara. Je pense qu'il y a des aventuriers qui préfèrent peut-être le chaud, et je sais qu'il y en a
beaucoup qui aiment le froid. Est-ce que ça, c'est des choses qui sont importantes pour toi, d'aller dans les pays nordiques, d'avoir froid, tu vois, c'est... Non. J'ai été au Rajasthan, on roulait à 40 degrés. J'adore ça, j'adore. C'est pas forcément les conditions, mais c'est les lieux dans lesquels tu veux aller. Et puis ensuite, il y a ce qu'il y a autour, c'est-à-dire quelles sont les conditions météorologiques, les conditions de roulage. J'ai très envie d'aller au Mustang au Népal. J'ai envie d'aller à Ceylan en Inde. Il y a vraiment beaucoup d'endroits que j'ai envie de faire. Je crois Mais que c'est il faut que ça soit extrême, en fait. non, pas du tout. D'accord. Non, mais j'aime bien cet exotisme quand même. Quand tu te retrouves au Kerala, au milieu des plantations de thé, c'est pas mal. Le, le haut budget, c'est sympa, mais j'aime bien, et c'est ce dont on discutait au début de la discussion, j'aime assez bien cet exotisme. Et je trouve qu'on a de la chance. Alors, on prend des avions, on bouffe du CO2, mais en même temps, je crois que moi, ça me permet de voir ma vie et mon entourage. J'ai une meilleure vision de ce que je fais au quotidien ici en faisant ce genre de voyage-là. Et c'est un luxe, mais j'en profite parce que j'aime beaucoup ça. Et sans transition ou presque, est-ce que toi, c'est un peu la question traditionnelle, est-ce que tu as une citation ou une chanson ou quelque chose qui te maintient dans l'aventure à chaque fois, quand tu as des difficultés, quand tu es sur le lac Rovsgol à moins 30 degrés, et là tu dis, là, cette phrase, cette citation me permet de me donner de la force. J'ai un truc tout simple, je dis hier. Il y a une espèce de truc, tu sais, je regarde autour de moi puis je me dis, waouh, je suis là à faire ça, c'est absolument incroyable. Donc il y a cette espèce de petite interjection que je me dis souvent, mais il y a une jolie chanson de Gainsbourg, La Javanaise, que j'aime bien, et qui dit, j'avoue, j'en ai bavé par vous, mon amour. Et ça, j'aime bien aussi. Et dans ce que tu disais dans le liais, ça te permet de prendre conscience de là où t'es en fait, hein, c'est ça? Ouais, ouais, exact. Tu prends du recul et tu te dis non mais là je Ouais. suis en train de faire un truc de fou, hein. Dans, Ouais, je dans comprends. tous ces voyages-là, c'est pas tout le temps, mais de temps en temps, il y a une espèce de petit point qui arrive, et puis, à brûle pour point, pas forcément parce que c'est l'endroit le plus dingue, mais tout à coup, tu te dis, oh, incroyable. En pleine nuit, là, on était dans une yourte, et puis on avait bien chauffé le soir, et la nuit, la température rebaisse, et le gars qui s'occupait des yourtes était un type adorable, et il est revenu à 2 heures du matin et a chargé le four à mort. Ce qui fait il s'est monté à 35 dans cette yourte, et je suis sorti, parce qu'il faisait trop chaud, quoi. C'est le paradoxe. Et je me suis retrouvé dehors, il y avait la pleine lune, et on voyait le blanc de la glace et le lac à perte de vue. Et à ce moment-là, le lac chantait, c'est-à-dire que le lac il craquait et il était vivant. Et ça a été très très impressionnant cette rencontre-là. Pendant la journée, tu entends un petit peu des choses, mais tout à coup la nuit, dans le silence, d'entendre le lac chanter, c'était magnifique. On est en train de l'imaginer en plus. Moi, enfin, je suis en train de l'imaginer. Et écoute, je te remercie vraiment pour ce partage. Ça a été vraiment hyper prenant. J'y étais. Donc, je te remercie pour tout. J'espère pouvoir partager aussi avec toi des voyages. Alors peut-être à des latitudes moins fraîches, mais pourquoi D'accord. pas. Mais avec Et grand plaisir. Oui, oui, je veux bien. bon, super. On a Avec parlé plaisir. de Mustang tout à l'heure. Ouais, Ouais, c'est un bon entre-deux, c'est un bon entre-deux. Il fait ouais. froid, mais il fait pas moins 35. Mais je t'avoue que, euh, et c'est l'idée bien sûr de ce podcast, c'est de donner envie. Et là où moi je m'imaginais pas, tu m'as projeté et je pense que il va falloir que j'y réfléchisse. En tout cas, si j'ai l'opportunité, parce que c'est vrai que c'est une expédition particulière. Tout le monde ne peut pas le permettre, ne peut pas se le permettre parce que il y a une fenêtre de tir euh, qui est très courte. On peut aller sur la Cross Gold que au mois de mars et que sur pratiquement 2 semaines. Donc, il faut avoir l'opportunité. Je pense qu'il faut le faire au moins une fois dans sa vie. Et
il faut que je me prépare à ça et de le projeter. Ouais, ça c'est. Et en tout cas, tu as confirmé la projection que j'ai à faire cette expédition en tout cas. Je te parle d'un petit livre qui va sortir aux éditions Transboréal, dans la collection Petite philosophie du voyage, Frisson de la moto, Petite chevauchée sur cylindrée en tout genre. Et c'est Sophie Skilach qui a écrit le livre qu'on a fait ensemble sur le Vosges-Gueule et qui va sortir. Et Sophie écrit très très bien. Et je pense que ça va être un chouette livre à lire. Eh bien, écoute, on finit sur ce bon plan pour continuer à voyager. Merci Laurent. Merci Richard. Merci pour votre écoute. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Rechad pour Rider Radio. Je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, si vous voulez en savoir plus sur cet épisode, vous pouvez retrouver les photos et autres infos sur la page Facebook et Instagram de Rider Radio. N'hésitez pas à nous donner de la force en nous mettant 5 étoiles et à partager ce podcast. À bientôt et n'oubliez pas, le voyage n'a pas de frontières.